Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce vendredi 6 mars 2020. Cette date restera à jamais gravée dans les annales du Sénégal. Le premier cas confirmé de coronavirus est guéri. Il doit sortir de l'hôpital dans les prochaines heures. Les derniers tests effectués sur ce Français sont négatifs. Le processus de mutation du coronavirus dans le temps analysé dans ce journal. Nous irons visiter les laboratoires de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation de Diamniadio. L'IRSF est prêt à contribuer à la lutte contre cette maladie mortelle. Encore le coronavirus dans nos lieux de culte. La prière de ce vendredi a servi de vitrine pour une large sensibilisation, notamment sur les mesures préventives à adopter. Reportage à la Grande Mosquée de Dakar à suivre tout à l'heure. Le Covid-19 au début et à la fin de ce journal. Notre invité du vendredi, Ibrahim Gueye, économiste. Avec lui, nous allons parler de l'impact économique de cette maladie qui a plongé le monde entier dans un cauchemar. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Enfin, une très bonne nouvelle. Le premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal est guéri. Les derniers tests effectués sur lui se sont avérés négatifs et nous allons tout de suite suivre les précisions du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïse Waly Diouf. Il est au micro de Mamadou Gueye-Kassé. Il s'agit des résultats d'examen faits sur 2 patients, 2 cas suspects donc, qui ont été testés et les résultats sont revenus négatifs. Par ailleurs, le patient qui avait été déclaré positif le lundi 2, c'est-à-dire le premier cas du Sénégal, a été testé 2 fois négatif et par conséquent, il est guéri et devrait sortir dans les heures qui suivent. Je voudrais appeler les uns et les autres à la vigilance. Nous observons une courbe favorable, mais nous avons besoin de tous et de toutes pour poursuivre le combat. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme la poursuite du tracking des cas suspects et demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Vous l'avez entendu, le premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal est tout simplement guéri. Un cas de Covid-19 ne peut être confirmé qu'avec des résultats de laboratoire. L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation de Diamniadio nous a ouvert ses portes pour visiter ces laboratoires. L'IRSF est prêt à appuyer la riposte contre le Covid-19. Mortala Anne nous fait découvrir ses locaux sur des images de Souleymane Meng. L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique s'attaque au coronavirus dans son laboratoire P3. Voilà, donc là, on est près du P3 qui est en fait un laboratoire de haute sécurité dont les acteurs du labo ont besoin pour pouvoir manipuler des substances dangereuses pour les personnes. Donc, comme, comme son nom l'indique, le P3 est un équipement qui utilise la vitesse de l'air et toute une batterie de filtres pour piéger justement ces substances dangereuses-là à l'intérieur de la salle de manipulation, de sorte qu'il ne puisse pas infecter d'abord celui qui les manipule. Des laboratoires très équipés pour préparer la riposte, l'heure et à la formation des biologistes pour contrer les épidémies. L'appareil que vous voyez ici, c'est l'appareil qu'on appelle CanStudio 12K Flex. C'est un appareil qui fait une amplification génique, PCR en temps réel. C'est une PCR qui vous permet de suivre au fur et à mesure de l'amplification, le développement de la réaction et la positivité des échantillons qui sont dans l'appareil. Pour avoir une réponse optimale au niveau du pays, il faut former tous ceux qui ont dans leur laboratoire un appareil de PCR en temps réel.
et les former, les accompagner dans un complément d'équipement qu'ils n'ont pas. Pour renforcer le plateau médical du Sénégal, l'IRSF s'engage déjà avec des laboratoires sophistiqués et pour faire face à la propagation du coronavirus. Mortal Anne, vous avez rencontré lors de cette visite à l'IRSF le professeur Ndaïkoumba Touré Kane. Elle est virologue et professeur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Touré nous décrit le processus du coronavirus dans le temps regardé. Le virus dont on parle actuellement, c'est un virus à ARN. La particularité des virus, c'est que les virus n'hébergent pas les deux types de matériel génétique. Ils sont soit à ARN, soit à ADN. Moi, c'est un virus à ARN. Et quand on parle de virus enveloppé, ça signe une certaine fragilité du virus. C'est-à-dire que le virus ne va pas rester très très longtemps dans le milieu extérieur. Du point de vue scientifique, c'est au-delà de 56 degrés. À partir de 56 degrés, le virus ne vit plus. Mais le virus peut rester sur des surfaces, sur les portes, au niveau des ascenseurs. Le virus peut rester pendant un certain temps, mais la virulence va être réduite au fur et à mesure que le virus est exposé au niveau du milieu extérieur. La gestion des marchés remise en cause dans ce contexte de forte inquiétude nourrie par l'apparition du coronavirus à Dakar. Ces endroits qui accueillent beaucoup de monde au quotidien méritent une attention particulière. L'insalubrité, la promiscuité sont à éviter. Mais nos reporters Abdourahmane Ly et Augustin Mandan ont constaté que les bonnes vieilles habitudes demeurent toujours dans les marchés. Voici leur reportage. Malgré l'apparition du Covid-19 au Sénégal, avec un total de 4 personnes contaminées, les marchés de Dakar n'ont pas changé de visage. Une insalubrité qui ne dit pas son nom, c'est cette image qu'on peut constater à l'intérieur du marché Tilène, même si Malay Bey affirme le contraire. Nous vivons dans un environnement propre. Nous prenons nos précautions chaque jour que Dieu fait. Nous balayons et faisons de notre mieux pour que le marché soit d'une propreté considérable. Concernant le coronavirus, on en a entendu parler et je suis sûr que ça va se limiter à cela. En face de lui, nous rencontrons ce vieil homme, enthousiaste de nous parler de son travail de vendeur de sandwich au sein même de ce marché. Un métier qu'il exerce depuis 1983. Quand nous l'interpellons sur l'insalubrité, le sexagénaire refuse de piper mot. Tout à fait à l'intérieur du marché, nous croisons Adama Ndiaye. Cette autre vendeuse de sandwichs reconnaît cependant une pollution. Sans autre solution, elle vient ici pour s'approvisionner en légumes. Parce que nous n'avons aucune autre solution. Les marchés de Dakar ont cette insalubrité comme dénominateur commun. C'est à nous d'avoir un comportement exemplaire. Mais ce n'est pas une raison de ne pas leur demander de mettre au premier plan la propreté. Elle doit impérativement être de mise. À quelques pas, ce sont les agents de l'UCG que nous apercevons. Ils entassent les ordures que viennent tout droit du marché. Un des leurs n'a pas souhaité décliner son identité, mais a tout de même accepté de répondre à nos questions. Il y a des camions qui viennent le matin vers 7 heures pour ramasser les ordures. S'ils ne viennent pas, on constate des ordures par terre et c'est après que ces véhicules viennent pour les ramasser. L'autre chose, c'est que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans le secteur. Les comportements des Sénégalais ont changé temporairement sur le coup de la peur, nous disent les populations, avant de reprendre les vieilles habitudes. Comme pour dire, chasser le naturel, il revient au galop. Abdourahmane Ly, la sensibilisation sur le coronavirus à toutes les échelles. Lors de la prière du vendredi, l'imam de la Grande Mosquée de Dakar a prêché sur les mesures préventives recommandées par le ministère de la Santé.
Mortala Anne, compte rendu. Avec le coronavirus, toutes les occasions sont bonnes pour la sensibilisation. Lors de la prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar, l'imam a prêché autour de la maladie. yonent bi day ci dundam waxoon na ni suñu dëggate mbas am ci dëkk bu ñu fa dem ñoom buñ fi ñëw. Le prophète, paix et salut sur lui, avait dit que si dans un pays il y a une épidémie, mieux vaut ne pas y aller. Il faut d'abord prier le Tout-Puissant et veiller à la propreté. Après chaque action, se laver les mains pour éviter la contamination. Pour les fidèles, chacun doit prendre ses responsabilités pour faire face à cette épidémie. C'est une excellente chose. Et je pense que c'est le devoir du gouvernement d'alerter un peu toutes les autorités, et notamment les autorités musulmanes, de prendre toutes les dispositions. La propreté fait partie de la croyance, certes, mais nous n'avons aucune connaissance en médecine. Et avec l'insalubrité, la maladie risque de se propager très rapidement. Chaque personne doit veiller à cela. Les imams ont répondu à l'appel des autorités. La sensibilisation était au rendez-vous et les prières se poursuivent pour nous préserver de la maladie. Et même s'il n'y a toujours pas de position tranchée, les propositions d'interdiction des manifestations religieuses, récréatives ou encore sportives persistent. Le président du comité d'organisation du Forum islamique sur les organisations de la société civile, Mohamedou Bamba Ndiaye, est contre les rassemblements. Ces arguments recueillis par Adam Assar. Nous faisons partie d'un monde globalisé et s'il y a une épidémie de ce genre, bien entendu, nous sommes d'avis que nous devons tous aller vers la suspension de certains, de tous les regroupements, qu'ils soient religieux, sportifs ou autres. Vous l'avez vu, un grand pays comme l'Italie, qui a beaucoup de moyens, a fermé ses établissements scolaires. Donc, cela montre que nous devons tous travailler pour éviter des regroupements humains. La religion islamique a déjà tranché cette question. Moi, je l'ai rappelé personnellement plusieurs fois. Un hadith du prophète a demandé que quand il y a une épidémie de ce genre, quand elle apparaît dans un pays, que ceux qui s'y trouvent y restent, que ceux qui ne s'y trouvaient pas n'y aillent pas en attendant que l'épidémie soit combattue. Mohamedou Bamba Ndiaye s'exprimait à l'occasion du premier forum des organisations et institutions islamiques qui s'est tenu à Dakar les 5 et 6 mars. 200 intellectuels du monde islamique y ont pris part. Ils ont, à l'issue de cette rencontre, formulé une batterie de recommandations. Le compte-rendu est signé Adam Assar. Conscients de leurs responsabilités vis-à-vis des menaces visant à saper l'unité de la Oumma et à saborder ses institutions, quelques 200 intellectuels aux côtés de personnalités d'autres sphères se sont rencontrés à Dakar. À l'issue de ce forum international de 2 jours, 3 axes ont été dégagés. Les travaux ont porté sur 3 axes principaux. Premièrement, les défis dont font face les États et institutions du monde islamique. Deuxièmement, les facteurs du sous-développement et l'analyse de ses causes et conséquences. Troisièmement, esquisse de solutions pour la renaissance de la Oumma et l'instauration de son leadership. Ainsi, plusieurs recommandations ont été faites. Les discussions et les échanges qui ont eu lieu durant ces 2 journées ont permis de faire les recommandations suivantes. Attirer l'attention de tous sur la gravité des périls qui impliquent la nécessité de mutualiser les forces et d'unifier les efforts pour relever les défis qui menacent l'unité de la Oumma et la fonctionnalité de ses institutions. Nous appuyons l'organisation de la conférence islamique, cadre fédérateur de l'ensemble des pays de la Oumma, facteur indispensable de son unité et vecteur incontournable pour promouvoir la coopération et la solidarité entre ses membres. La situation des minorités musulmanes vivant dans des pays non musulmans a été aussi évoquée. Interpellons la communauté internationale pour redoubler de vigilance et d'efforts
par rapport à la situation et au statut de minorité musulmane vivant dans des pays non musulmans, en vue de garantir leur liberté et leur intégrité morale et physique dans les pays de résidence. À noter que cette déclaration de Dakar sera soumise au gouvernement des pays islamiques arabo-africains pour son éventuelle mise en œuvre. Adamassar Moussafal, merci beaucoup pour ce compte rendu. L'actualité en dehors du coronavirus. Les relations sont très tendues actuellement entre les habitants de Kidira et les orpailleurs de la Falémé. Ces populations se plaignent de ces activités qui se pratiquent auprès de leurs habitations et qui sont en train de détruire leur vie. L'impact sanitaire et environnemental est réel à cause des produits chimiques directement déversés dans le fleuve. Le reportage de Omar Khan et Barasso. Le mot d'ordre est unanime. On voudrait en fait qu'ils fassent immédiatement déguerpir les orpailleurs le long du fleuve. Parce que les orpailleurs qui opèrent le long du fleuve Falémé ont fini de mettre leur vie en danger à cause des produits chimiques qu'ils utilisent. La ressource commence à se dégrader. Il n'y a plus de poissons dans le fleuve. Il n'y a plus de poissons. Les pêcheurs sont déjà actuellement au chômage. C'est tout le long du fleuve. Les agriculteurs, nous-mêmes, qui travaillons le long du fleuve, nous sommes impactés par cet orpaillage. Parce que nos produits, en fait, on n'a plus les mêmes rendements qu'on avait. Et même ce que nous consommons aujourd'hui, est-ce qu'on ne consomme pas du poison? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'ils travaillent avec l'or, travaillent avec le mercure et la cyanure. Et c'est des produits hautement toxiques, cancérigènes, qui vraiment, en fait, se sont déversés dans le fleuve. Une situation qui a poussé les populations de Kidira à organiser cette manifestation, un rassemblement suivi d'une marche silencieuse jusqu'à la préfecture. Un cri de cœur à l'attention des autorités qu'ils ne cessent d'alerter depuis 4 ans. En vain, déplore-t-il. On a commencé les démarches depuis 2016 pratiquement. On a rencontré toutes les autorités, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les ministres. Malheureusement, ça n'a servi à rien. Donc, nous avons dit que nous allons tenter une dernière alerte forte en organisation de ce rassemblement et cette marche pour expliquer aux deux chefs d'État que les populations n'en peuvent plus. Que si elles ne réagissent pas, le pire peut arriver. Le pire serait bien sûr un affrontement entre les habitants de Kidira et ses orpailleurs. Une situation à éviter à tout point de vue. Place à notre focus indépendance, la culture à l'honneur ce soir. De 1960 à nos jours, le monde culturel sénégalais a connu une évolution assez timide, des hauts et des bas. Mais n'oublions pas que notre premier président était un amoureux de la culture. Léopold Sédar Senghor a donné un élan dynamique à ce secteur. Le focus est réalisé par Cheikh Hassan Fall et Souleymane Meng. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Le Sénégal a eu la chance d'avoir un premier président de la République, homme de lettres, féru de culture, ce qui a permis l'éclosion de cette culture et sa forte propagation dans toute la nation et même au-delà, grâce entre autres au premier Festival mondial des arts nègres en 1966. En 1966, avec le Festival mondial des arts nègres, je crois que c'était un déclic pour une réelle politique culturelle préétablie par Léopold Sédar Senghor. Je crois qu'on peut dire que la manufacture de Thiès est née à partir du Festival mondial des arts nègres. Le musée dynamique est né à partir du Festival mondial des arts nègres. L'école de Dakar, en parlant d'art plastique, est née aussi à partir de 1966. Je crois que 1966 nous a permis de connaître Ibou Diouf. Les tableaux de Ibou Diouf sont partout dans le monde aujourd'hui. Senghor avait compris l'importance du festival et à partir de ce festival, beaucoup de choses ont été mises en place sur le plan culturel. Ascension qui connaît quelques ruptures, surtout sous la magistère du président Abdou Diouf,
même si ses successeurs vont raviver la flamme. Avec Abdou Diouf, les choses avaient changé. Déjà, la fermeture du musée dynamique, et ce qui avait provoqué justement une perturbation réelle au niveau du secteur cinématographique. Abdoulaye Wade est arrivé quand même avec un réel élan pour pousser les créateurs contemporains. Abdoulaye Wade a fait revenir le Festival mondial des arts nègres. Et c'était assez important pour nous. Macky Sall a consolidé considérablement les acquis laissés par Abdoulaye Wade sur le plan culturel. Une industrie culturelle qui cependant a besoin d'être de nouveau intégrée dans la diplomatie, comme sous l'ère de Senghor, pour en améliorer l'exportation. La diplomatie culturelle doit être renforcée. Senghor ne voyageait jamais sans qu'il y ait d'abord le ballet La Linguère ou la troupe dramatique qui le devance. Donc une semaine de festivités comme la semaine culturelle sénégalaise dans un pays que doit visiter Senghor, c'était la règle. Dans les discours de l'État, on ne sent pas cette volonté de redynamiser la diplomatie culturelle. C'est une réalité. Je crois que le mérite revient aux acteurs culturels eux-mêmes. L'exportation pourrait être favorisée par de nouvelles règles comme le retour du commissariat pour les expositions à l'étranger. Du temps de Senghor et Abdou Diouf, c'était une belle époque parce qu'il y avait un commissariat pour l'exposition à l'étranger. Ça concernait les arts visuels, les arts plastiques, mais c'était encadré. Malheureusement, cela a disparu. Je crois qu'on peut encadrer, mais les artistes sont des responsables, ils sont assez majeurs. Le monde est ouvert maintenant. Le Sénégal peut toutefois se vanter d'avoir un circuit culturel avec des acteurs bien formés et un agenda assez dynamique, même si celui-ci peut être renforcé. On a le Dakar. Le Dakar, la biennale, est différente de toutes les autres biennales qui existent dans le monde. La biennale Dakar, il faut voyager pour comprendre son importance. C'est différent des autres biennales. Tellement tout le monde veut venir à Dakar durant la biennale. Les récidacs sont revenus. Il fallait maintenant voir comment l'organiser, annuel, biennal. Mais je garde espoir. On va vers des récidacs, en tout cas des éditions de récidacs qui peuvent nous permettre d'avoir tous les médias du monde, d'avoir tous les yeux rivés vers justement le Sénégal. Les récidacs, il faut les renforcer. Depuis 1960, le monde culturel connaît une évolution en dents de scie, alors qu'un secteur aussi diversifié pourrait permettre à notre jeune nation de parfaire encore plus sa renommée et aussi passer par les arts pour atteindre l'émergence tant convoitée. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du vendredi, Ibrahima Gueye, économiste. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Adama et bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'abord, je vais vous laisser commenter cette bonne nouvelle que nous avons reçue tout à l'heure. Le premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal en français, il a été guéri. C'est juste pour me féliciter de ce bon résultat obtenu par le système de santé du Sénégal, que je sais par ailleurs très résilient par rapport à la gestion des grandes pandémies. Donc on a eu Ebola, on a eu le choléra, et à chaque fois, le système de santé a pu faire de sorte que des résultats très très positifs puissent être tirés de ces gestions-là. D'accord. Alors, on sait que la Chine est actuellement fortement touchée par le coronavirus. L'épidémie commence à se généraliser un peu partout dans le monde. Le nombre de morts se multiplie sans compter les personnes infectées. Et conséquence, nous assistons à une économie mondiale qui commence à se figer. Les chaînes d'approvisionnement de nombreuses entreprises sont durement touchées. Des tonnes de conteneurs bloqués dans les aéroports, dans les ports, pardon. Moins de voyages, moins de tourisme finalement. Comment pourrait-on mesurer l'impact économique mondial du coronavirus? Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de morts au niveau de la Chine, ce qui met encore en relief les résultats obtenus au niveau du Sénégal, que le système de gestion de la santé est quand même
très bon. Donc, ceci dit, je crois qu'il faudrait attendre la fin pour faire le bilan de tout cela. Mais d'ores et déjà, on assiste à des tendances lourdes. Parce qu'actuellement, on est dans une économie mondiale. Donc, c'est la mondialisation. Donc, d'autres diront la globalisation. Ce qui veut dire que le monde est devenu un grand village. Tout va très vite, les échanges vont très vite. Et à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, donc l'onde de choc se répercute au niveau de toutes les autres économies. Ce qui fait qu'il y a une interdépendance des économies qui font que donc, les difficultés sont ressenties aussi bien en Afrique qu'en Chine, qu'en Europe. Donc, ce qu'on constate de manière triviale, c'est la baisse de la croissance. Parce qu'en fait, il y a dans les mesures conservatoires qui ont été prises pour gérer la pandémie, donc le confinement des populations. C'est-à-dire les gens restent où ils sont, donc ils ne vont pas travailler. Les usines sont plus ou moins fermées. En Chine, c'est presque la quasi-totalité des usines qui sont fermées. Et donc en Europe aussi, on voit ce qui se passe en Italie. Donc ça a forcément des répercussions sur l'économie de manière générale. Mais on assiste à quoi? À une baisse des taux d'intérêt et des taux d'inflation. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a assisté, et aujourd'hui même, j'ai vu qu'il y a une baisse du prix du pétrole. Donc ce qui aurait comme une bonne chose, mais il faut le prendre avec des guillemets dans la mesure où c'est juste la conséquence d'un dérèglement du marché. Parce qu'actuellement, les pays de l'OPEP sont en train de négocier avec la Russie, donc pour en fait faire de sorte que l'offre s'adapte à la demande. Parce que la demande actuellement a fortement baissé. Vous savez qu'au niveau des transports, c'est une forte demande de carburant en kérosène. Les avions ne bougent plus. C'est tout cela qui fait que la demande en produits pétroliers diminue. Donc ça veut dire que quelque part, l'offre est obligée de s'ajuster. Et ils sont pas encore parvenus à avoir un accord là-dessus. Et c'est un impact positif pour le Sénégal. Ça devrait être un impact positif. Mais on ne sait pas jusqu'où ira en fait cette tendance baissière. Parce qu'il faut s'attendre à ce que les pays producteurs s'organisent donc pour apporter la riposte. Ce qui veut dire qu'il faudra s'attendre à des lendemains plus difficiles. Mais tout cela mis de côté, la conséquence la plus grave qu'on assiste du fait de cette pandémie, c'est au niveau du tourisme. Parce que le tourisme, c'est des déplacements, c'est des populations qui vont d'un pays à un autre. En Europe, les touristes, c'est les Asiatiques. En Afrique, les touristes, c'est les Européens. Si chacun est confiné dans son pays, donc ça veut dire que cette branche-là, ce secteur-là, va prendre un sacré coup et ira à l'agonie. Et par voie de conséquence, les transports aériens auront des difficultés. On a une compagnie qui nouvellement a pris son envol, Air Sénégal. Je me demande si en fait au niveau du top management de cette société, les gens ne développent pas des capacités de résilience, comment ils vont survivre à cette crise-là? Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau du fret. La Chine, l'Asie, représente un volume très important en matière de fret. Et dans ces pays-là, les usines ne marchent plus. Les usines sont à l'arrêt. Donc ça veut dire que c'est un manque à gagner terrible pour le fret mondial. Donc, Adama, je crois qu'il faudrait en fait souhaiter que cette pandémie soit maîtrisée le plus tôt possible et on ira faire
le bilan et j'espère que les dégâts ne seront pas irréversibles et trop importants. En parlant de dégâts, de plus en plus des experts agitent l'idée de risque de récession économique mondiale. Qu'est-ce qui pourrait entraîner cela? C'est la conséquence. Vous voyez que sur les marchés, il y a un dérèglement. Au niveau des bourses, c'est la panique totale. Ça veut dire que quelque part, les éléments qui permettent en fait de mesurer en fait les performances mondiales sont dans un état tel que donc il n'y a plus de repères. Donc ça veut dire que quelque part, il faudrait, et je vois que le FMI et la Banque mondiale sur le plan global sont en train de s'organiser donc pour venir en aide aux économies qui vont être durement secouées par cette crise-là. Et au niveau des États-Unis, la Fed est en train de mobiliser des ressources pour venir en aide à l'économie américaine. Ce qui se fait aussi au niveau de la Banque européenne, au niveau de l'Europe. Ce qui veut dire que quelque part, les gens sont en train de développer des capacités de résilience pour pouvoir en fait résister aux conséquences de cette endémie-là qui sont catastrophiques pour l'économie du monde. Donc on peut dire que si les pays à forte économie comme la Chine décidaient de prendre des mesures encore plus radicales, le coût économique serait sans doute encore plus grand. Absolument, parce que le fret mondial va s'en ressentir un peu plus. La Chine, je ne maîtrise pas exactement les proportions dans lesquelles ils commercent avec l'Europe, mais c'est dans des proportions très très grandes. Imaginez que ce pays-là, qui a à ses côtés le Japon, donc cesse de commercer dans des proportions qu'ils avaient avec les pays européens et avec nos pays aussi. Donc ce qui veut dire que ça va créer un manque à gagner terrible pour l'économie mondiale. Donc il faut des mesures palliatives que les financiers au niveau du monde sont en train de prendre pour, une fois que la situation stabilisée, que en fait on puisse relancer ces économies-là. Et parlant de mesures palliatives, au regard de la place de la Chine dans le commerce mondial, des pays africains, les banques centrales africaines ont certainement un rôle clé à jouer. Quelles sont, selon vous, les décisions financières qu'on pourrait prendre actuellement? Les décisions plutôt monétaires. Plutôt monétaires, parce que les banques centrales interviennent au niveau en fait de la régulation de l'offre et de monnaie, donc par le biais du taux d'intérêt. Donc actuellement, on assiste à une baisse du taux d'intérêt, à une baisse du taux d'inflation. Mais on sait que quand l'inflation est à un niveau trop bas, donc on a des problèmes de relancer la croissance. Parce que l'inflation, c'est sûr qu'à un niveau élevé, pose problème, mais il faut une dose quand même d'inflation pour permettre la croissance. Oui. Donc c'est justement ça. Et évidemment, il faut souhaiter que cette pandémie prenne très vite fin. Merci beaucoup en tout cas Ibrahim Gueye. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit du Kipribale avec Oumou Khairi Bass. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour le journal. Bonsoir à tous.